marque territoriale. Pourquoi faire? Eh bien, c'est avec une société Malouine. Voilà, alors vous avez fait vraiment le tour du département, hein, les sacs, voilà, et maintenant vous êtes vraiment venu avec 3 Malo. On va écouter le reportage tout de suite sur la côte nord de l'Ille-et-Vilaine. Donc la laiterie de Saint-Malo, je crois que c'est une marque qui véhicule une identité très très forte. Elle est très attachée donc, à la ville de Saint-Malo. En même temps, nous assistons actuellement à un développement des marques locales. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment une adéquation très très forte entre la marque Malo et la ville de Saint-Malo. C'est déjà si je puis dire, une marque territoriale. Et sans doute que ça a été une des premières marques territoriales, au moins en Bretagne. Aujourd'hui, nos clients savent très bien que le produit Malo est fabriqué à Saint-Malo ou dans la région de Saint-Malo. Et ceci est encore plus vrai parce que notre pot carton, qui fait aussi l'originalité donc, de la marque Malo, porte aussi sur lui l'image des remparts de Saint-Malo, ce qui renforce encore la cohésion entre la marque et la ville de Saint-Malo. Je crois que c'est un mariage qui est très très clair. Autant la ville de Saint-Malo, la région Bretagne ont des identités qui sont très très marquées. Le département d'Ille-et-Vilaine, que l'on soit en Corrèze, à Marseille, à Chicago ou à Buenos Aires ou à Pékin, ça ne représente qu'une tache sur une carte, mais pas d'identité très très forte. Et ça peut se comprendre dans la mesure où quand on va en particulier à l'international, peu importe la ville, peu importe le département, ce qui compte c'est le pays. On sait que c'est un produit français, on sait que c'est un produit breton. Voilà pour notre dernière table ronde et avec cette société, bien évidemment, l'importance de l'agroalimentaire hein, pour non seulement notre territoire, mais également notre région. Merci à vous quatre de refermer ces échanges sur cette marque territoriale. Merci en tout cas à vous, Anne-Sophie Tilly-Robin. Vous êtes directrice générale de Boucher Services et je suis persuadé que votre itinéraire va plaire au président de Rennes Métropole, Emmanuel Couette, qui est aussi le maire de Saint-Jacques-de-la-Lande. Votre société, vous allez nous en parler, est à Sedan. Vous comptez la délocaliser ici, sur le territoire métropolitain de Rennes. Et vous m'avez dit, l'accélération de la vitesse, c'est pour nous une chance essentielle. Donc on va en parler avec vous dans un instant. La marque territoriale, avec vous aussi, et bien évidemment Emmanuel Couette, parce que j'ai cru comprendre que cette marque présentée par le président de l'UE35 ne vous faisait pas forcément matcher. Et puis, on est très heureux d'avoir Frédéric de Saint-Cernin, directeur général délégué d'Acté, deuxième ONG française. Inutile de rappeler quand même ce temps passé vraiment à porter les couleurs rouge et noir du Stade Rennais. Et si vraiment il n'y avait pas eu une fameuse tête de Fauvergue dans le temps additionnel à Lille, vous étiez déjà en train d'exulter et de penser à la Ligue des Champions. Cette tête ne vous a pas permis de vivre l'Europe. En tout cas, le Stade Rennais est sur de bons rails aujourd'hui. En tout cas, merci d'être avec nous. Et puis Hervé Kermarek, qu'on ne présente plus. La marque territoriale a suscité justement beaucoup de débats. Un peu d'émoi, voire un peu d'émotion. C'est vrai que lorsque l'on a réfléchi à ce projet, on s'est dit, mais finalement, qu'est-ce qui caractérise l'empreinte économique du territoire hein, quelques chefs d'entreprise l'ont dit, on est sur le territoire de l'Ille-et-Vilaine, et quand on parle de l'Ille-et-Vilaine, c'est quoi la marque économique qui peut faire venir à nous les entreprises? Et quand on fait un peu de benchmark, eh bien, on regarde les autres territoires et on les compare, et on se dit, mais finalement, il en existe quelques marques. Hein. C'est Yes We Van, ça c'est la dernière marque qui existe, elle n'est pas très loin de chez nous. C'est Only Lyon, c'est Invest in Reims. Et quand on veut faire de la promotion du territoire, quand on veut parler de compétitivité et attractivité, on se dit ben, finalement, un peu de benchmark, un peu de marketing territorial pourrait nous permettre d'être un peu mieux identifiés sur le territoire. Alors il y a une marque forte qui est la marque Bretagne, mais nous sommes sur le département de l'Ille-et-Vilaine. Donc la question que l'on s'est posée, c'est finalement, est-ce qu'il faut inventer ou utiliser une marque pour définir ce territoire économique de manière un peu plus précise? Alors le président Couette, lui, ne croit pas forcément une énième marque. Vous l'avez dit?
Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vous rassure tout de suite, les échanges n'étaient pas si tranchés que ça, puisqu'on a eu l'occasion d'en parler avec Hervé Kermarek et ses équipes il y a de cela quelques mois. Et ça venait surtout dans un propos plus général, puisque vous me présentiez le nouveau projet de l'Union des entreprises 35, et j'avais surtout retenu votre volonté d'avoir une implication dans les projets du territoire départemental et rennais et métropolitain. Et ça fait écho aux deux précédentes tables rondes, une implication qui ne renvoyait pas simplement à une des missions de l'Union des entreprises, qui est la représentation en quelque sorte catégorielle des chefs d'entreprise, mais au contraire une volonté de vous inscrire dans des logiques d'intérêt général et avec d'autres de porter les dossiers du territoire. C'est d'abord ça que j'avais retenu. Alors effectivement, mais je ne suis pas le seul. Votre projet de marque départementale a suscité des questions. Je terminerai par dire que ce n'est pas pour moi la question essentielle. Mais pour ne pas éviter le sujet, d'abord, la marque qui entraîne l'ensemble des territoires et des entreprises de notre région, c'est la marque Bretagne. Et ça, ce n'est pas juste un propos de circonstance, c'est une réalité mesurée au plan national et à l'international. C'est d'abord la marque Bretagne qui permet d'être une bannière efficace pour nos territoires et nos entreprises. Effectivement, nous souhaitons derrière, à partir des projets qui sont ceux de la métropole aujourd'hui, à partir des réussites qui sont celles de la métropole et qui ne sont pas les réussites de la collectivité, qui sont les réussites de tous les acteurs du territoire, essayer progressivement de faire émerger une marque métropolitaine, sans doute autour de Destination Rennes, autour des projets, des équipements et des politiques de développement économique qui seront portés par Destination Rennes demain. Mais au-delà de ce petit écart d'analyse, moi je retiens surtout une volonté d'inscrire le développement métropolitain, départemental et régional dans des logiques de coopération, et j'espère pouvoir y revenir. Et de ce point de vue-là, on est parfaitement en phase. Alors, Monsieur le Ministre, Saint-Cernin, votre expérience aussi gouvernementale en termes d'identité, de positionnement, de marque, vous avez quel regard aujourd'hui ? Déjà à l'époque, j'avais un regard extrêmement favorable. En 2004-2005, quand j'étais secrétaire d'État à l'aménagement du territoire, on avait fait des études de ce qu'on appelait les bassins. Et le bassin qui se développait le plus à une vision d'une vingtaine d'années, c'est-à-dire aux alentours de 2025, c'était le bassin Rennes-Saint-Malo. Donc de fait, il y avait ces éléments de dynamique, marqués évidemment par la démographie, parce que, comme vous le savez, ici dans le département, on a une démographie qui évolue 2 fois plus qu'ailleurs. Et surtout, ce qui est très important en termes d'équilibre du territoire, c'est que 90% des communes ont une évolution positive. Donc je pense en particulier au milieu rural, c'est très important. Moi qui suis périgourdin, je vous garantis que c'est malheureusement pas comme ça que ça se passe ailleurs. Cette notion d'équilibre, on l'a aussi dans la vie économique de l'île-et-Vilaine. Et puis, puisqu'on évoque l'aménagement du territoire, que ce soit au travers du contrat de plan État-région, que ce soit au travers des contrats ruraux, les pôles de compétitivité qu'on avait lancés en 2005, ce sont tous des éléments de dynamique économique, mais surtout d'équilibre du territoire qui font qu'il y a beaucoup de choses extrêmement positives et qui tirent le département vers le haut. Mais évidemment, avec le recul de 3 ans depuis que j'ai quitté Rennes, je comprends ce que dit le président Couette. C'est vrai que la notion de 35, la notion de la marque Ille-et-Vilaine mérite d'être discutée probablement plus largement. Vous le disiez, je suis maintenant un acteur de l'humanitaire. J'espère que je n'aurai pas à travailler à Rennes en Bretagne. On ne travaille pas en France, et tant mieux, on a travaillé à Calais, mais en dehors de ça, on ne travaille pas en France. Il y a suffisamment de malheurs dans les autres pays. Nous travaillons dans 37 pays. Mais de fait et de loin, quand on voit la Bretagne, on imagine cet îlot de prospérité, mais en tant que tel. Et j'insisterai beaucoup sur l'identité. C'est ce qui m'avait frappé à l'époque où je travaillais donc au sein du groupe Pinot, entre Paris, chez PPR, devenu Kering, et au Stade Rennais, c'est qu'on ne passait pas de la ville, de la capitale à la province. On allait en Bretagne avec ce sentiment identitaire fort que moi j'ai voulu marquer quand j'étais président du Stade Rennais. Et je pense que, en dehors des propos qu'on a pu tenir sur l'aspect économique, l'aspect social, l'aspect démographique,
Il y a l'aspect culturel qui est extrêmement fort et qui doit nous permettre d'avoir une identité bretonne revendiquée qui doit, je crois, faire partie vraiment de la réflexion de la marque. Cet îlot, justement, très, très vertueux, c'est ce qui vous conduit aujourd'hui, Anne-Sophie Tilly-Robin, vous êtes directrice générale de Boucher Services, d'envisager vraiment une transhumance des Ardennes jusqu'en Bretagne? Oui, tout à fait. Donc, en fait, la société que je dirige aujourd'hui a été créée à l'époque par mes parents qui sont originaires des Ardennes, donc dans le nord-est de la France, pour ceux qui ne connaissent pas. Et quand je suis rentrée dans l'entreprise il y a une dizaine d'années, en fait, je venais en déplacement en Bretagne pour assurer la gestion de l'entreprise. Et à un moment donné, le constat faisant que 70% de notre activité était répartie sur le Grand Ouest, je me suis dit il faut absolument être au cœur de la production. Donc on est arrivé à Rennes comme ça, en fait. Et ce que je me suis dit à un moment donné, c'est que d'abord je me suis sentie bretonne d'adoption, et en plus je me suis dit que la Bretagne c'était assez particulier parce qu'en fait je me rends compte que quand on reste simple et basique, d'ailleurs pour ce soir c'est ce qu'on m'a demandé de rester, donc je vais l'être. En fait, quand on reste simple et basique et qu'on demande de l'aide, j'ai remarqué qu'en Bretagne, en fait, les gens sont extrêmement ouverts. Et je le dis vraiment avec beaucoup de cœur et beaucoup d'expérience sur le cas, parce que tout à l'heure, par exemple, on parlait de la directe, où Hervé a fait une petite blague en disant que quand on parle d'inspection du travail, les entreprises ont parfois un peu peur. Bah, au contraire, on a parlé tout à l'heure de Philippe Alexandre, et je suis ravie de lui faire un petit clin d'œil parce que moi, c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a pas très longtemps et qui a écouté tous les projets qu'on avait et qui m'a dit qu'il allait nous aider, entre autres. Et c'est ce qui s'est passé en Bretagne. À chaque fois que j'ai pu parler à différentes personnes, que ce soit dans le monde de l'entreprise, des grands chefs d'entreprise ou des plus petits, que ce soit des institutionnels et ou des politiques. Alors, il y aura peut-être des discussions à avoir par ailleurs. Mais en tout cas, voilà, moi en Bretagne, j'ai souhaité y ramener mon entreprise et le siège social arrivera très prochainement. Et voilà, c'est 1300 collaborateurs qui seront bretons, en tout cas administrativement. Et je suis ravie de cette table ronde ce soir et d'entendre tout ce qui va se passer sur ce territoire. Avec un secteur d'activité où ça n'est pas très facile quand même de recruter, vous souhaitez monter également une école liée un peu à votre secteur? Tout à fait. Donc, dans une entreprise comme la nôtre, on recrute entre 300 et 400 personnes par an. Donc, on travaille sur toute la France, 70% en Bretagne, mais sur toute la France. Et effectivement, on a énormément on est sur un métier en tension. On recrute des bouchers. Et c'est vrai que c'est une difficulté pour nous aujourd'hui de ne pas forcément être super bien accompagnés par je vais appeler ça entre guillemets, les services publics qui sont censés venir nous aider là-dessus. Mais je pense qu'on n'a pas bien non plus communiqué, on n'a pas bien formulé non plus nos demandes. Et sur la partie formation, et j'entends que ça va être un vrai sujet, oui, on envisage effectivement très prochainement de créer une école. J'entendais qu'il y avait des mandats à prendre sur les écoles supérieures, alors je porterai peut-être candidature, mais en tout cas, oui, on va créer une école parce qu'effectivement, la formation initiale dans nos métiers, elle n'existe quasiment plus. Je suis sur la boucherie industrielle et non artisanale, donc ça n'existe quasiment plus. Et la formation continue pour les adultes. Je partage le débat qui était donné tout à l'heure. Oui, les gens ont besoin d'être formés tout au long de leur vie dans l'entreprise, et c'est ce que l'on veut faire au travers la création d'une école pour ramener justement la possibilité. Les entreprises, on a de l'argent pour former, parce que d'abord c'est une taxe, mais c'est surtout un vrai investissement pour nous, et il faut absolument faire en sorte que des métiers manuels, artisanaux, pas forcément bien vus, puissent être aidés par exemple des dispositifs d'école. Les marques territoriales, Emmanuel Couette, on vous entend souvent parler de PAC rennais. Derrière cette expression, il y a cette volonté aussi, on le dit depuis longtemps, de chasser en meute, de porter ensemble un véritable projet. C'est par le collectif aussi que l'on peut ancrer un territoire. Alors effectivement, c'est une conviction forte pour ce qui me concerne, mais je crois qu'elle est partagée, et on a déjà commencé à y réfléchir avec l'UE35, avec la CCI, avec un grand nombre d'acteurs économiques que je rencontre plus précisément sur cet enjeu ces dernières semaines. Il y a objectivement, globalement pour la région et en particulier pour la métropole rennaise, une forme d'alignement des planètes assez positif. Il y a la LGV. Il y a le centre de congrès que nous inaugurons dans quelques semaines. Il y a la nouvelle gare de Rennes
dont les travaux, certes, sont complexes, mais qui, demain, j'en suis certain, sera une réussite. Il est la 2e ligne du métro. Il y a une dynamique économique à l'œuvre. Et ces réussites, qui parfois sont impulsées par la collectivité, parfois sont simplement accompagnées par la collectivité ou menées en propre par les acteurs économiques, je pense qu'il faut l'amplifier. Et je constate, je tiens là un langage de vérité, mais je crois que c'est assez partagé d'une certaine manière, je constate que dans d'autres territoires, il arrive que les collectivités publiques et les entrepreneurs fassent davantage bloc. En disant ça, je prends toute ma part de responsabilité puisque je suis à la tête d'une collectivité importante, mais je crois vraiment que si demain nous voulons continuer à nous projeter et à pas simplement constater un alignement des planètes, mais au contraire le faire vivre, l'amplifier, le porter, avoir davantage d'audace et d'ambition et être plein d'espoir, je crois qu'il faudra le faire ensemble. Donc ça veut dire sans doute que les regards qu'on porte les uns sur les autres, on doit être capable de les faire évoluer, de les infléchir, de les dépasser. Mais je crois à cette notion de Pâques. Historiquement, la Bretagne, et j'ai cru apercevoir Claude Champeau, historiquement, la Bretagne, elle a assuré son redressement et était capable d'aller conquérir des grandes infrastructures qui l'ont rapproché des centres de décision parce qu'il y avait cette logique de Pâques, chasser en meute. Je pense qu'il faut qu'on retrouve cela à nouveau. Non pas pour revenir au niveau des autres régions, parce que non seulement nous y sommes, mais nous en avons dépassé un grand nombre, mais pour aller encore au-delà. Et je pense que l'horizon national, européen, international doit être de plus en plus le nôtre, et c'est affaire de la responsabilité des collectivités, des institutions, des entrepreneurs, des hommes et des femmes de ce territoire, mais c'est nécessairement ensemble qu'on le réussira. Frédéric de Saint-Cernin, vos années Stade Rennais, comment avez-vous véhiculé, vous en avez très largement, brièvement plutôt parlé il y a quelques minutes, comment vous l'avez porté cette identité de territoire, c'est-à-dire cette marque aussi Stade Rennais? C'était très difficile parce que le milieu du football, on se dit, vu de loin, que c'est de l'argent, c'est l'affaire des transferts, que les joueurs sont coupés des réalités d'un club. Donc il était important de marquer ce club d'une identité, d'identité rennaise en tant que telle, mais j'insistais sur le fait que Rennes, c'était la capitale de la Bretagne. Et on travaillait de plusieurs manières. D'abord, on avait ce centre de formation. Je rappelle que c'était le premier centre de formation de France à l'époque. Et donc, il était important que les jeunes venus de toute la France, mais évidemment, on portait un regard particulier sur les jeunes joueurs de la Bretagne, puissent s'identifier à Rennes et à la Bretagne. Quand vous arrivez à l'âge de 14 ou 15 ans, que vous passez 3 ou 4 ans au centre de formation, vous êtes devenus Rennais et Bretons, je disais, par la sueur, sinon par le sang, c'était un élément important. Deuxièmement, j'insistais sur le fait que nous étions une entreprise de spectacle sportif, mais une entreprise de spectacle. Et c'est vrai que tous les 15 jours, rassembler 20 ou 25 000 personnes à Rennes, il n'y a que le football qui le fait. Et on peut même élargir Rennes aux 35 et au-delà. Et nous avons voulu, avec l'équipe du Stade Rennais, reprendre ce terme de spectacle pour organiser, souvenez-vous, la nuit interceltique. On l'a fait à 2 reprises. Bon, malheureusement, on a organisé une autre fête qui a raté, c'était en 2009, la finale de la Coupe de France, mais c'était aussi une fête de la Bretagne. Ça va fonctionner cette année, c'est bien parti. J'espère que ça va bien fonctionner cette année. Mais voilà, ça me paraissait important que l'on puisse marquer le Stade Rennais au-delà de l'argent, les transferts, et donc tout le côté négatif autour du football. Non, le football, c'est un rassemblement festif autour du sport, mais au-delà, on voulait créer du lien social. Et pour moi, l'identité culturelle, c'était quelque chose, c'était un élément majeur. J'insiste sur le terme identité. On le voit bien sur le plan politique. Aujourd'hui, il y a une identité catalane qui est revendiquée de manière différente. Il y a une identité corse qui est revendiquée de manière différente. Je ne vais pas pousser le bouchon, mais ça me paraît très important parce qu'au-delà dans le monde, je voyage énormément. On a voulu globaliser ce monde, de fait, parce que vous avez la numérisation, les échanges, les réseaux sociaux, l'ensemble de tout ce que l'on connaît. Et dans les pays les plus pauvres, on n'a rien sauf un téléphone portable, donc on a ces informations. Et se dire qu'ici, on a une identité qui est une identité très particulière, quand on vient de Sedan, de fait, c'est une réalité. Et je crois que c'est quelque chose qui est à marquer. Et je pense qu'il faut inscrire ce territoire aussi dans une logique européenne. On voit que l'Europe se disloque, on ne va pas faire non plus trop de politique, mais c'est vrai qu'au moment où il y a la Grande-Bretagne qui quitte l'Europe, c'est curieux que la Bretagne ne produise pas une sorte de Brexit. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me paraît quelque chose de très fort et très important. Justement, Emmanuel Couette, vous parlez aussi souvent du rayonnement du territoire métropolitain à l'international. On réussit à
sur quel vecteur à créer, à donner une image de marque très très fort lorsque l'on est à Paris ou à l'étranger? Alors, je reviens à mon propos initial, c'est-à-dire que quand on est vraiment à l'international, dans des salons dans lesquels je me suis rendu, pour porter les projets du La marque territoire, Bretagne. parler de Rennes, très clairement, on est immédiatement renvoyé, et c'est très heureux, c'est pas un souci en soi, à cette marque Bretagne qui est une marque extrêmement puissante. Et enfin, moi, j'encourage plutôt toutes les collectivités, tous les territoires de Bretagne à assumer cette bretonitude en quelque sorte, et assumer de faire de la marque Bretagne sa bannière. Après, je pense qu'il y a aujourd'hui, je fais écho aux propos de Roger-Paul Droit, je pense qu'il y a aujourd'hui aussi une question d'état d'esprit. J'ai déjà eu l'occasion de l'exprimer. En Bretagne, nous sommes toujours dans la modestie, l'humilité, l'extrême sobriété, et dans le monde qui est le nôtre aujourd'hui, être capable de davantage s'affirmer, assumer de dire les atouts qui sont les nôtres. Montrer ses muscles un peu. Montrer ses muscles parfois. Je pense qu'il y a une petite révolution culturelle à opérer. J'ai coutume de dire que un certain nombre de métropoles, par exemple plus au sud de la nôtre, quand ils font 100, ils annoncent 120. Quand nous on fait 100, on dit en fait on a fait très précisément 98,5. Voilà, je pense qu'il faut qu'on soit capable aujourd'hui, ensemble, de porter ces valeurs d'audace, d'ambition, d'être défricheurs d'avenir, d'être capable parfois de se surpasser, en tout cas de dépasser ce qu'est un peu un tropisme régional, dont je dis aussi, je ne sais pas, qu'il explique, de mon point de vue, en partie, le fait que notre économie bretonne est plutôt moins ouverte à l'international, moins internationalisée, par exemple, que celle des Pays de la Loire, et ça ne renvoie pas seulement, de mon point de vue, aux infrastructures. Hervé. Oui, moi je suis ravi évidemment des propos que le président Couette tient. Je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, il faut qu'on fasse bloc pour que ensemble l'économie du territoire avance. Je pense qu'on peut le dire quand même, c'est une nouveauté, et de votre part et de la nôtre. Vous me l'avez dit, l'UE35 a fait un pas de côté, je reprends votre expression, et nous sommes venus sur le territoire économique parce que nous considérions qu'il y avait certainement un champ à défricher, il y avait des choses à faire, et que ensemble on peut le faire. Je le disais dans mon propos introductif, le patronat est très uni sur cette question-là, et je le disais, mesdames, messieurs les élus, comptez sur nous, nous serons à vos côtés. Pour autant, je crois quand même qu'il faut que nous arrivions, et vous l'avez dit aussi, à être un peu plus ambitieux. Il faut que nous arrivions à sortir de notre réserve naturelle, vous l'avez dit, et c'est l'intérêt de cette table ronde. Je reviens sur cette marque territoriale qui nous accompagneront sans doute jusqu'à la fin de la conclusion de ce projet. On le mesurera. On a dit qu'on irait peut-être mettre des indicateurs. Il y a un indicateur qui mesure l'attractivité d'un territoire, c'est le monde exogène. Vous en faites partie, bravo. Ce sont les entreprises qui sont installées en dehors de ce territoire qui viennent s'y installer. C'est bien la preuve que le territoire est attractif, et que je reste convaincu toutefois que la marque territoriale, quelle qu'elle soit, que ce soit la marque Bretagne, que ce soit la marque Destination Rennes, même si elle a plus une connotation touristique, contribue très fortement à l'image de marque que le territoire doit avoir. Et on aura l'occasion, j'espère, d'en rediscuter, mais il faudra dans tous les cas que nous tendions vers, oui, certainement un peu plus d'ambition, d'audace, mais avec confiance. Et je crois que la confiance, elle existe aujourd'hui, elle est partagée, donc il n'y a pas de raison que ce territoire, en tout cas l'Ille-et-Vilaine, ne puisse pas rayonner dans ces prochaines années. Merci en tout cas à vous.